Bonjour à tous, l'entretien politique avec Pierre Bédier. Bonsoir. Bonsoir. Président du conseil départemental des Yvelines, mais aussi président de la Fédération Les Républicains des Yvelines. Alors revenons sur l'actualité, les élections présidentielles 2022. Le président de la République Emmanuel Macron a été réélu avec 58% des suffrages au niveau national. Quand on regarde dans les Yvelines, il arrive largement en tête avec 71% des voix, mais c'est moins bien qu'en 2017 puisqu'il était à 77%. Votre regard sur ce score ? C'est vrai que c'est moins bien, mais enfin 71%, c'est quand même pas mal. Beaucoup de candidats aimeraient faire ça au deuxième tour. Ensuite, c'est un peu logique qu'il y ait un tassement. Il a quand même un bilan, même si la campagne électorale n'a pas pu examiner cet aspect-là. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une victoire nette. Il est en tête dans tous les cantons, il est en tête dans toutes les circonscriptions législatives. Pas dans toutes les communes, hein. Une douzaine de communes ont préféré choisir Madame Le Pen, mais ce sont des communes d'une taille modeste. Enfin, quand je parle de taille modeste, je veux dire du nombre d'habitants. Donc, incontestablement, M. Macron a rencontré la faveur des Yvelinois. Et finalement, les Yvelines, c'est un peu une mini-France, puisque quand on regarde les résultats dans le détail, les grandes villes ont voté pour Emmanuel Macron et finalement les zones rurales périurbaines ont voté pour le Rassemblement national. Il y a un peu de ça en fait. C'est en termes économiques, en termes de paysage, c'est une mini-France. En termes politiques, c'est une mini-France un peu amplifiée. Vous l'avez vous-même d'ailleurs noté, 58% au plan national, 71% dans les Yvelines pour le président Macron. Il y a 13% quand même de différence, c'est pas une petite chose. C'est un département de grande modération, les Yvelines. On n'aime pas les excès. Et le corps électoral, les habitants sont des gens modérés qui aiment qu'on leur présente les choses de façon modérée et intelligente. Néanmoins, Marine Le Pen fait quand même une percée dans le département, 40 000 voix supplémentaires par rapport à 2017. Le Rassemblement national s'installe petit à petit dans les Yvelines ? Ça dépend des élections. Hein. Il y a eu des moments où le Front National, qui était son ancêtre, a connu des pics, des moments où il a connu des chutes en fonction des éternelles bagarres qui marquent l'histoire de l'extrême droite. Alors c'est vrai que l'extrême droite, là, pour une fois, s'est divisée, enfin, pour une fois, s'est divisée une fois de plus, mais ça n'a pas eu d'impact. Au contraire, ça a fait grossir leur magot électoral. Mais bon, ça n'est pas encore le moment de tirer toutes les leçons, me semble-t-il, même si l'accroissement de voix de Madame Le Pen ne me surprend pas. C'est vrai qu'il y a quand même, pour bon nombre de nos concitoyens, des préoccupations importantes de vie quotidienne. Le département qui gère les différentes aides sociales voit bien que la vie est vraiment dure pour un grand nombre de nos concitoyens. Les Yvelinois sont plutôt convaincus par les idées du Rassemblement national ou plutôt c'est un vote de colère, de contestation ? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de colère et un peu de convaincus. Je ne crois pas plus dans les Yvelines qu'en France, à l'extrémisme. Je pense qu'il y a une certaine désespérance devant une politique qui n'écoute pas ce que ressentent les gens les plus modestes, ce qu'on appelle les catégories populaires. Et c'est cette colère qui s'exprime. Il y a une espèce de rupture entre le haut, le bas, les élites, le peuple. Alors, il n'y a pas que les élites qui ont voté pour M. Macron, autrement il n'aurait pas fait 71%, mais on voit bien cette désespérance et qui donc exprime ce vote de désespoir, parce que Mme Le Pen, en aucun cas, ne peut être un vote d'espoir. Ses propositions, elle a beau les édulcorer élection après élection, on voit bien que ce n'est pas très réaliste. Un mot sur Versailles, et après on en aura terminé avec le Rassemblement national. Versailles, au premier tour, met en seconde position Éric Zemmour. Au deuxième tour, Marine Le Pen fait 30%. Votre regard sur la ville de Versailles, c'est quoi ? C'est les idées nationalistes, conservatrices qui prévalent chez les Versaillais ? Non, puisque Emmanuel Macron est majoritaire à Versailles, comme dans les autres grandes villes. Mais c'est vrai qu'une des caractéristiques de la droite versaillaise, c'est qu'il y a toujours une droite extrême, sans être forcément apparentée au Front National ou au Rassemblement National. Il y avait un monsieur qui s'appelait Delesquin, qui à une époque faisait aussi des scores assez substantiels aux élections municipales, et enfin aux élections locales versaillaises, qu'elles soient ou locales ou nationales, je m'exprime mal, pardon, et je crois qu'il y a une tradition versaillaise autour de ça. Chacune de nos communes a ses spécificités. C'est celle de Versailles.
Revenons sur le premier tour. Peu après 20h, même avant que votre candidate ne s'exprime, vous tweetez et vous l'annoncez, vous voterez Emmanuel Macron au second tour. Vous ferez barrage au Front National, au Rassemblement National. C'est tout naturel, c'était naturel pour vous? C'est le combat de ma vie. Donc ça, pour moi, ça ne se discute pas. Les Yvelinois savent, et s'ils ne le savent pas, j'en profite pour leur dire, moi je suis un enfant de la Ve République, je suis un enfant du gaullisme, j'ai une fidélité absolue pour Jacques Chirac. Ma carrière politique, si carrière est le mot à utiliser, elle est née ici à Mantes-la-Jolie contre l'extrémisme de droite, parce qu'il n'est pas la solution aux maux du pays. Les maux du pays sont réels, mais on ne trouvera pas la réponse dans l'extrémisme, et certainement pas dans cet extrémisme-là qui divise la communauté nationale. Je crois que la nation, dans toute sa diversité, peut se rassembler pour autant qu'on ne désigne pas les bons, les méchants, les mauvais, etc. Et donc, ça me paraissait totalement naturel de poursuivre tout le sens de ma vie politique en étant tout de suite contre cet extrémisme qui, encore une fois, abîme la France. Pourtant, ça fait débat quand même au sein de votre parti, puisqu'il y a certaines figures, certains élus, les Républicains, qui ont préféré voter blanc, s'abstenir, et peut-être même voter Marine Le Pen. Votre regard sur ça, c'est... Je n'ai entendu aucun de mes amis politiques et aucun des responsables de ma formation politique dire qu'ils voteraient Marine Le Pen. Un certain nombre ont exprimé leur volonté de ne pas choisir. Je ne suis pas d'accord avec eux. C'est après la vie politique. C'est pas parce qu'on a des désaccords qu'on ne peut pas s'accorder sur des sujets aussi de grande importance. Mais vous dites donc, que c'est le combat de votre vie. C'est pas un désaccord fondamental quand même, parce que vous dites que votre combat politique quand même s'inscrit contre le racisme. Ce qui serait... le désaccord est fondamental avec le Front National, le Rassemblement National. Le désaccord avec mes amis, c'est sur la façon de combattre ça. Eux considèrent que la meilleure façon de combattre l'extrémisme de droite, l'extrême droite, c'est de ne pas faire la part trop belle à M. Macron. Moi, je considère que la question, dans ces moments-là, n'est pas M. Macron. La question, c'est celle de l'extrême droite, et il ne faut pas se poser de questions. Votre candidate pour le Parti républicain, Valérie Pécresse, arrive à la 5e place, avec moins de 5% au niveau national. Dans les Yvelines, c'est la même position, avec un peu plus de 8%. Comment vous expliquez cette défaite, même sur son territoire ? D'abord, ce n'est pas son territoire. Valérie est la présidente du conseil régional d'Île-de-France. Elle fait un score un peu supérieur en Île-de-France à sa moyenne nationale. Bon, c'est incontestablement un échec. Elle le ressent probablement. Je n'ai pas échangé avec elle comme tel pour elle, mais c'est aussi plus globalement notre échec et la fin d'un cycle. Je crois qu'il faut qu'on remette à plat un certain nombre d'idées, la façon de les exprimer. J'ai eu l'occasion de dire à d'autres médias, dans cette campagne, pardonnez-moi, j'espère que les enfants ne nous regardent pas, je vais utiliser un gros mot, je nous ai trouvés chiants. Pas d'idées nouvelles, pas d'aspérité, enfin, ça manquait de vie tout ça. Et je crois que pour mener une campagne présidentielle, il faut à la fois parler bien sûr le langage de la raison, et parler programme, mais il faut aussi parler le langage du cœur, il faut se lâcher, il faut faire rêver les Français et leur donner envie de se dépasser. Ce pays manque de ça. Les Français sont sensibles à la grandeur. Moi qui suis un amoureux de rugby, quand on voit ce que cette bande de gamins nous a donné comme émotion pendant ce tournoi des 6 nations, c'était extraordinaire. Et on voyait bien que tout d'un coup, les Français qui s'étaient désintéressés des matchs de rugby se remettaient à regarder ça. Nous, on aime le panache, on aime l'ambition, une forme de joie de vivre aussi. Et je pense que ça a manqué. Il faut que la droite ne soit pas une droite punitive. Je pense qu'il faut qu'on soit une droite explicative et une droite assumée. Nous commettons une erreur de diagnostic. J'entends partout, les idées de droite sont majoritaires. C'est totalement faux. Les idées de droite ne sont pas qu'autour de l'autorité, du besoin d'autorité. L'idée centrale de la droite, c'est la liberté. Quand mes enfants me demandaient c'est quoi la différence entre la droite et la gauche, je leur disais, lorsqu'ils étaient enfants, après on sophistique, la liberté est plutôt de droite et l'égalité est plutôt de gauche. L'aspiration à l'égalité des Français est bien plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Oui, mais quelle place il reste sur la liberté ? Parce qu'aujourd'hui, celui qui incarne la liberté, c'est Emmanuel Macron, Eh bien, il faut expliquer aux Français que c'est à nous que M. Macron prétend
nous donner de la liberté, mais qui ne nous en donne pas, et que nous, notre objectif, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté d'assumer sa vie individuelle, la liberté individuelle. C'est cette liberté-là qui nous protégera. On est plus protégé par la liberté que par l'égalité. Car je comprends bien, dans ce monde troublé, que les Français aient ce besoin de protection. Eh bien, il vaut mieux plus de liberté que plus d'égalité pour répondre à ce besoin de protection. Et ça, cette philosophie-là, je pense qu'elle nous a manqué. Il faut accepter d'être en rupture. Peut-être qu'il eût fallu d'ailleurs assumer dès le début qu'on ne gagnerait pas, mais qu'on aurait une grille de lecture extrêmement simple, extrêmement compréhensible et qui se prépare à construire l'avenir. Mais il y a l'espace politique encore pour ce combat pour la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre? S'il n'y a pas cet espace, un, j'ai plus rien à faire en politique. Deux, je me demande même ce que j'aurai à faire en France. La liberté, c'est quand même quelque chose de formidable. Enfin, j'ai des amis, j'ai même des amis étrangers d'origine étrangère qui, quand ils reviennent en France, me disent ils reviennent de leur pays d'origine, ils me disent oui, quand on est en France, dès qu'on arrive à l'aéroport, on a un sentiment de liberté. Parfois excessif, parce que nous sommes un peuple un peu indiscipliné, mais moi je crois que cette aspiration à la liberté, elle est noble, et qu'il nous faut la remettre au centre du débat politique tel que la droite le conçoit. Une suggestion, peut-être, l'avenir des Républicains aujourd'hui, quand on voit la majorité départementale dans les Yvelines, un large rassemblement que vous avez réussi à faire, il y a des élus d'Horizon, il y a des élus du MoDem, de l'UDI et des Républicains. Est-ce que ce n'est pas un modèle, justement, pour recomposer le parti Les Républicains? Est-ce que vous n'êtes pas un modèle pour cette recomposition politique? C'est très gentil à vous, c'est très flatteur, mais je ne le pense pas. En tout cas, je ne le crois pas. Ce que nous essayons de faire dans les Yvelines, c'est d'amener sur ce que nous pensons être le socle de bonne gestion qui permet, par cette bonne gestion ensuite, d'avoir des politiques généreuses vis-à-vis de nos concitoyens yvelinois, et que c'est peut-être un fil qui a été perdu dans la gestion de la France. Avant d'être généreux, il faut être économe des deniers publics pour se financer cette générosité autrement que par de la dette. Donc de ce point de vue, je veux bien qu'on soit exemplaire, et mes prédécesseurs l'étaient, puisque je ne suis que l'héritier de cette politique-là. Sur la composition politique, plutôt. Mais ce que nous avons réussi, c'est à amener tous les modérés, tout ce que vous avez cité sont des partis modérés, sur cette base politique. Et est-ce qu'on peut y arriver au plan national? On verra bien. Après tout, je ne doute pas que le président Macron ait infiniment plus de talent que moi, donc c'est tout ce que je souhaite. Mais permettez-moi de ne pas vouloir apparaître à cet instant de notre échange comme vaniteux. Je déteste la vanité en politique. Oui, mais c'est clair, pour le Parti des Républicains, il ne faut pas se fondre avec les alliés, disons, d'Emmanuel Macron. Donc travailler avec Horizon, travailler avec le MoDem, c'est possible dans les Yvelines, mais peut-être pas au niveau national. Moi, je pense qu'on peut travailler tous ensemble, ce que j'appelle les modérés, y compris en s'opposant. Nous avons des débats entre nous qui ne sont pas toujours publics, mais avec des débats de désaccord, et c'est légitime. Pour moi, vraiment, le cercle, c'est le cercle républicain, ce que vous avez cité. Il faut se méfier ensuite de ceux qui sont en dehors du cercle républicain. L'extrême droite, je dis c'est un combat, mais l'extrême gauche aussi, parce que M. Mélenchon est quand même très loin des positions social-démocrates. LFI, c'est pas le parti socialiste de M. Mitterrand. On l'oublie parce que M. Mélenchon a beaucoup de talent, un grand talent oratoire, c'est un comédien remarquable. Sa déclaration le soir du premier tour était impressionnante. Pour autant, ses idées sont des idées de vieille gauche. C'est des idées qui n'ont cours nulle part dans le monde, à part dans des pays parias, qui se sont transformés en pays parias. Parce qu'ils ont voulu... le socialisme dans un seul pays, ça finit toujours en dictature. Mais on voit bien qu'il y a la jeunesse qui est interpellée par certaines inégalités, par un monde qui va pas très bien, écologiquement détraqué. Donc tout ça fait que lui aussi surfe sur ses peurs, et il faut être vigilant sur nos deux extrêmes. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans les Yvelines, et c'est ainsi qu'on a constitué cette majorité. Si ça peut servir pour la France comme... soyons encore une fois très très modestes, pas comme modèle, mais comme inspiration, j'en serais très flatté, très fier, mais pas plus. Voilà. Après les présidentielles, c'est le troisième tour, les élections législatives. Comment ça s'organise dans les Yvelines? Vous qui êtes président de la fédération, je le rappelle, des Républicains dans les Yvelines.
Une négociation d'abord avec nos alliés traditionnels, les centristes. Donc ce sera l'union pour les Yvelines de la droite et du centre. Cette union se fera dans les 12 circonscriptions législatives et nous entérinerons donc mardi prochain, le 3 mai, le nom des 8 candidats qui nous manquent. Je rappelle que nous avons déjà choisi 4 candidats. Les 2 députés qui ont été élus dans la précédente mandature, Michel Vialet dans la circonscription de Mantes-la-Jolie, Philippe Benassaïa dans la circonscription de Trappes, Saint-Cyr-l'École et Lancourt, la 11e, que nous avions désigné 2 femmes, une Anne Cabri dans la circonscription de Rambouillet, et une autre dans la circonscription de Sartrouville-Maison-Lafitte, le Vésinet, qui est donc Alexandra Dublanche. Et nous allons désigner mardi prochain les 8 entre guillemets manquants. Il n'y aura pas d'alliance, il y aura bien un candidat dans chaque circonscription pour le parti Les Républicains, l'union de la droite et du centre. Oui, parce que c'est ce que nous demande notre formation politique, LR. Pour être tout à fait transparent avec les Yvelinois qui nous regardent, je n'étais pas sur cette ligne politique. Moi, je pense que ça n'est pas absurde. Ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la majorité yvelinoise. Je trouve que dans les grandes difficultés que connaît la France, ça n'est pas absurde de travailler avec le président réélu. Je dois dire que le fait qu'il évoque le soir du premier tour un grand parti unique a été, avec tout le respect qu'on doit au président de la République, mais là en l'espèce il s'exprimait en candidat, une très grande maladresse, parce que ça a donné un sentiment de caporalisme qui correspond à aucun moment au tempérament national. Mais moi je pense qu'on a à faire des choses ensemble. Alors on va les faire différemment, puisque la ligne qui a été choisie est donc celle d'une opposition, mais ce sera, en tout cas pour ce qu'on veut nous dans les Yvelines, une opposition constructive. L'idée, ça n'est pas de s'opposer pour s'opposer, on n'est pas des mélenchonistes ou des lepénistes. Nous, on veut s'opposer à un amendant pour améliorer les réformes nécessaires pour que la France aille mieux. Je vais en donner un exemple. Nous sommes, nous, convaincus, nous avons défendu l'idée qu'il fallait faire la retraite à 65 ans. Pas parce qu'on veut à tout prix embêter les Français, mais parce que tout simplement, la retraite, il y a 3 critères. Le niveau des cotisations, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de baisser nos revenus. Si on augmente les cotisations, on baisse nos revenus. Le niveau des pensions, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de baisser les pensions, on a au contraire envie qu'elles soient stables, voire de les augmenter. Donc il y a un 3e paramètre, il n'y en a pas 4. Le 3e paramètre, c'est le moment où on part en retraite. Comme l'espérance de vie s'accroît, il est assez logique que le temps de travail puisse s'accroître. Eh bien, nous serons, dans l'opposition constructive, les gardiens de cette volonté de passer à 65 ans, parce que j'ai cru comprendre qu'entre les 2 tours, M. Macron avait un peu vacillé sur le sujet. Pour le premier tour à 65 ans, pour le 2e tour, on revient plutôt sur 62, bref, mais il va quand même falloir prendre en compte l'équilibre budgétaire. L'argent ne tombe pas du ciel, même si on peut avoir eu ce sentiment pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, mais la fête est finie, on va vite s'en rendre compte. Un mot très rapide dans la circonscription de Michel Vialet, la 8e, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec les scores qu'on a vus au premier tour, à la fois de la France Insoumise et du Rassemblement National? Bien entendu, ça va être tout le combat de Michel de desserrer cet étau. Alors Michel a des qualités propres, sa notoriété d'une part, l'excellence de son travail. Dans les secteurs ruraux où il y a eu un gros score Front National, je pense que les électeurs lui sont extrêmement reconnaissants d'avoir empêché la réalisation d'un projet de carrière qui allait incontestablement impacter négativement leur cadre de vie. Je pense que sur la ville de Mantes-la-Jolie où le mélenchonisme a triomphé, 54% au premier tour, une bonne partie des électeurs se retourneront naturellement vers Michel Vialet. Ils ont voulu envoyer un signal national. Même si l'élection législative est une élection nationale, elle a aussi une dimension humaine et locale. Et je pense que Michel arrivera à desserrer donc les deux mâchoires de l'étau. Mais oui, il y a un risque.
Dernière thématique de cette émission, vous nous accueillez ici dans votre permanence à Mantes-la-Jolie. Et à Mantes-la-Jolie, il y aura une élection municipale partielle le 15 mai et le 22 mai en cas de second tour. Un scrutin qui fait suite aux divisions au sein de la majorité. Le maire sortant se représente d'ailleurs avec une liste et vous ne serez pas à ses côtés puisque vous êtes engagé dans la liste de son opposant Jean-Luc Santini. Comment vous appréhendez ce scrutin ? Alors d'abord, en fait, le paradoxe, c'est que c'est le maire sortant qui est l'opposant de M. Santini, puisque M. Santini a réuni autour de lui une majorité municipale qui avait été élue en 2020 sur un cap, et qui s'est aperçu que le maire ne faisait pas ce qu'il avait dit qu'on allait faire. Donc ils se sont sentis trahis, mais ils ont surtout pensé que les électeurs étaient trahis. Et c'est ce qui a créé cette crise, et Jean-Luc, très courageusement, a accepté de porter le gant de ce qui avait été le programme de 2020. Et de façon d'ailleurs finalement très franche, l'ancien maire fait campagne sur un thème qui est changer de cap. Mais il aurait dû le dire aux électeurs il y a 2 ans, il aurait surtout dû le dire à ses colistiers, ça nous aurait évité une crise. Donc nous sommes la liste qui veut garder, je serai présent sur cette liste, le cap. Le cap, qu'est-ce que c'est ? C'est celui du renouveau de la ville de Mantes, qui est largement engagé avec ce grand dossier que je suis depuis des années d'arrivée du RER, qui va permettre une mutation urbaine et qui elle-même a été très engagée avec d'importantes réalisations dans le quartier du Val-Fouré, beaucoup d'innovations sociales, d'innovations éducatives. C'est ici qu'on a fait un nouveau collège un peu révolutionnaire dans la méthode pédagogique, et pas les enfants qui sont révolutionnaires. Et c'est cette envie donc d'excellence, cette ambition. Mais cette ambition et cette excellence, je reviens à mes soucis de bonne gestion, financée. Parce que on voit les programmes de toutes les listes, y compris celle de l'ancien maire, il n'y a qu'à faut que, oui, mais avec quel sou ? C'est toujours la même histoire. Et les poches des électeurs, les poches des contribuables ne sont pas sans fond. À un moment où ça s'arrête. Et donc nous sommes la liste réaliste, la liste ambitieuse, mais réalisme et ambition, ce sont les 2 caractéristiques de la liste que conduira Jean-Luc Santini. Puisque vous êtes engagé dans cette liste, 2 projets phares que vous allez défendre durant cette campagne ? Fondamentalement, c'est la poursuite du renouvellement urbain, qui est absolument indispensable. Cette ville a payé très cher de grandes erreurs d'urbanisme dans les années 60-70, on est à peine en train d'en sortir. Et ensuite, c'est l'ambition éducative. Ici, il y a beaucoup d'enfants issus de familles migrantes et par l'ambition éducative, c'est ainsi qu'on permettra une bonne intégration de ces familles au fonctionnement de la société française. Et bien entendu, il n'y a pas que ces enfants-là, tous les enfants en bénéficient. Mais c'est à la fois le moyen d'assurer cette union dont nous avons besoin, cette union à l'intérieur de la nation, et aussi de faire que tous les enfants de Mantes, quelle que soit leur origine, puissent accéder aux meilleures études. Et les meilleures études, ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour espérer prendre l'ascenseur social, ce qui, je crois, est l'ambition, pas des enfants, mais des parents de ces enfants. Élection municipale partielle le 15 mai prochain. Les électeurs de Mantes sont appelés aux urnes pour élire le nouveau conseil municipal. Les autres candidats, la liste de l'ex-maire Raphaël Cognier, 2 listes à gauche menées par Guillaume Kévarec et le communiste Marc Jamet, une liste LREM pilotée par François Gerbert et la liste Lutte ouvrière de Thierry Gonod. Merci Pierre Bédier. Merci à vous. Président du conseil départemental des Yvelines et président de la fédération Les Républicains des Yvelines. J'espère bientôt conseiller municipal de Mantes-la-Jolie. Merci à vous de nous avoir suivis. Un entretien politique à retrouver sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.